Coucou, c'est Guillaume, ton podcasteur. Nouveauté, je te propose qu'ensemble, on choisisse les sujets des futurs épisodes. Je t'ai fait un mini sondage en ligne, tu votes en un clic pour les sujets qui t'intéressent le plus. Attention, je ferme le sondage dans quelques jours. Pour le moment, le sujet le plus voté, c'est nos pires expériences sexuelles et ce qu'on en a tiré. Et le sujet le moins voté, c'est fétiche des pieds, ça fait exploser mon désir. À tous les kiffeurs de pieds, où êtes-vous ? Vote maintenant, ça prend moins d'une minute. Le lien du sondage est sur le site du podcast. Tu ouvres ton navigateur et tu tapes bit.ly/comment devenir. Bisous. Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Flora, bienvenue chez moi. Flora, tu as vécu 30 ans en Florent. Un homme gay aux cheveux courts qui tentait de correspondre aux normes. Des normes qui étriquent. Petit à petit, tu laisses ta part féminine s'exprimer. Tes cheveux poussent et deviennent longs. Tes ongles aussi. Ta voix se pose dans les aigus. Tes pronoms se mélangent et te voilà, Flora, une fée non-binaire. Tu t'épanouis, mais tu vois aussi ta vie intime et sexuelle s'effondrer. Les hommes... Tu te marres à ce moment-là. Les hommes gays qui avant te séduisaient partent. Tu as l'impression de ne plus plaire, tu es soit trop féminine pour certains, soit pas assez femme pour d'autres. Le sexe en ce moment se limite au sauna où tu vas te faire sucer, ou à cette liaison avec Nicolas, un hétéro dont tu es devenue la maîtresse Domi. Tu vas nous raconter. Alors ces rencontres sexuelles, c'est cool, mais bon, toi, au fond, t'as envie de plus. D'amour, d'une connexion intime et profonde. Comment faire pour être aimé quand on sort des codes gays ? Tu vas nous raconter ton chemin, tes trouvailles et tes questionnements. Et je te propose de commencer par une question surprise. J'ai jamais fait ça avant. Oh. Sur la petite table à ta droite, j'ai mis un jeu de cartes. Chaque carte est une question sur l'intime. Est-ce que t'es OK d'en tirer une et de me la lire ? Ah oui, en plus, si c'est un oracle, moi j'y vais. Hein. C'est pas un oracle. Alors j'avais pipé le jeu en mettant mes questions préférées en haut de la pile, mais là, Flora, tu es en train d'étaler les cartes. Ah oui. Donc, non, mais je reconnais que j'étais assez fan de la première question et ça ne sera pas elle. Vas-y. Ah, tu veux ? Non. Le choix divin. Généralement, c'est... Ah, c'est celle-là qui est sortie. Hein. Ah ben, raconte ta première fois. Bah, j'allais commencer par ça. Hein. Ah ouais ? C'est marrant. Bah oui, quand tu m'as demandé qui était Florent. Pendant tout ce temps, pour moi, le commencement, c'est vraiment le premier amour. Ça a été un moment incroyable, je pense, dans ma vie, dans mon imaginaire, dans ma sexualité, ma sensualité. Et je pense, encore aujourd'hui, ça m'a influencé. Parce que j'ai eu un premier amour au lycée. Genre High School Musical, you know. Je matais secrètement ce jeune homme à la cour de récré. On est où ? On est à côté de Montpellier. Et j'étais en terminale ES, j'avais remarqué qu'il était en première ES. Et donc, c'était encore un peu secret à l'époque, je l'observais. Et j'ai pas eu mon bac. J'ai redoublé ma terminale et je me suis dit, youpi, je vais pouvoir le rencontrer. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai rencontré. On s'est mis ensemble au Nouvel An. Et ça a duré presque 1 an. Et cette relation, pour moi, qui est extrêmement belle et romantique, peut-être, je ne sais pas, un peu hétéronormative culturellement, mais c'était pas si hétéro que ça. Et elle a constitué pour moi tout mon imaginaire romantique, social, culturel, parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de personnes gays qui rentrent, qui découvrent le milieu gay par des choses plus ou moins addictives ou violentes ou sexuelles ou dramatiques ou cachées ou interdites. Moi, ça a été une histoire d'amour et c'était super beau d'avoir ce premier amour. On est toujours amis. Et ça, je pense que ça a constitué mon imaginaire. Mais attends, vous pouviez vivre votre amour au lycée ?
Alors oui, au début, on avait une bande d'amis qui commençaient à comprendre ce qui se passait. Lui se disait Florent sexuel, c'est drôle. Et je sais pas si c'était une forme d'homophobie intériorisée. Florent sexuel, ça veut dire, moi, je suis attiré que par Florent. ce Florent-là, ouais. Voilà, c'est un peu pan, hein, en quelque sorte. J'aime cette personne-là, en fait. Et petit à petit, on a commencé à le dire autour de nous. Les parents, ça a été un peu plus tard, un peu par voie forcée, vu qu'on dormait en amis l'un chez l'autre, tu vois. Et du coup, c'est devenu une très jolie histoire. Alors, la première fois, pour te raconter... Ah oui, ce que la carte t'invite à faire. La première fois, c'est le premier câlin, la première masturbation, la première fellation, la première sodomie, je ne sais pas. Bah, toutes. Chacune, pardon. Oh là 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 là. Oh, les premiers câlins, c'est, je pense que c'était... j'avais invité 2 potes chez moi et je crois qu'on s'est mis ensemble, on a dormi ensemble, tu vois. Mais officiellement, ça a été au Nouvel An. On a dormi ensemble au Nouvel An, donc c'était les premiers câlins. Les premières masturbations sont arrivées sûrement après. Les premières fellations, c'est moi qui lui ai donné. Il m'a dit, mais où t'as appris ça? Je sais pas, enfin, c'était comme ça. Hein, c'était inné. Donc, bah, oui. À l'époque, tu es en terminale. Oui. Donc, on a quel âge? 17 ans? 18. 18? Ouais. Oui, parce que t'as redoublé. Et c'était ton premier amour. Ouais. Et tu te sentais déjà attiré par les garçons depuis... Ah oui. Oui, à l'époque, il y avait les petits chats gays, Gay Pax, il y avait Caramel Gay ou même MS, je sais plus ce qui est. Tu as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 39. Donc, à l'époque, quand j'étais jeune, alors, ça, c'est rigolo, je me suis souvenu récemment. Les premières correspondances avec des gays, c'était avec des fans de Mylène Farmer. On s'envoyait des lettres, des courriers entre fans. Ah, waouh! Et j'en ai rencontré des fans, tu vois. Tu es fan de Mylène Farmer? Ah, bah évidemment! Et du coup, bah voilà, bah tu vois, il y a l'écriture, après il y a eu MSN, il y a eu ce premier amour. J'ai pas connu cette époque smartphone, Grindr, etc. J'ai l'impression d'avoir connu une époque, je sais pas si on peut dire plus romantique. En tout cas, ma rencontre et mon histoire étaient plus romantiques. Ouais. Sachant que j'étais entre Montpellier et Nîmes, peut-être, je sais pas, qu'est-ce que c'est qu'un jeune gay à l'époque à Paris? Est-ce que c'était différent que moi? Ouais. Mais c'est étonnant, donc pas de harcèlement, pas de violence Rien. Au lycée. Oh, j'étais tête de turc au collège. T'es un garçon, t'es une fille, pédale, tapette, pédé. Moi, ça me passait complètement au-dessus parce que je savais même pas ce que c'était. À l'époque, c'était vraiment pas... on connaissait pas toute cette culture LGBTQIAP+, ni les études de genre. Moi, j'étais là, mais je sais pas. Je sais pas si je suis pédé, tapette, fille, garçon. Je comprenais déjà pas à l'époque toutes ces insultes. Elles me passaient un peu au-dessus. Et sans t'affecter, sans te malmener. Bah, j'avais peur des agressions physiques, ce que j'ai jamais eu. Mais c'est vrai que ça met une forme de pression, une forme de peur, une forme de stress quand même. On appelle ça aujourd'hui le stress minoritaire, mais c'est vrai que tu vas à l'école, tu te dis, au collège notamment, tu te dis qu'est-ce qui peut se passer, etc. Sachant qu'évidemment que j'étais efféminée, évidemment que j'étais une folle, une tapette, tout ce que tu veux. Mais à l'époque, on ne pouvait pas le dire aussi beau, de manière aussi forte, avec ce réempuissancement. Comment tu arrives on va peut-être utiliser un prénom d'emprunt pour ce premier amour. Ça serait... Ah, ben c'est Martin. Ok. C'est son vrai prénom? Non. Ok. Je sais pas, t'avais tellement un énorme sourire. Ah non, ça finit par un. Ça finit par un. Martin, alors que lui est hétéro, en tout cas, c'est ça qu'il raconte. Est-ce qu'il parle de filles Il ne dit pas qu'il est hétéro. En tout cas, toutes les filles du collège étaient à fond sur lui. C'était le beau gosse qui avait fait du rugby, brun, qui faisait de la piscine. C'est moi qui l'ai eu. Donc ça, c'était quand même une victoire extraordinaire. Comment t'as fait pour petit à petit te rapprocher? Et tu sais, on a besoin de signes. Enfin, moi, je me rappelle quand je draguais des hétéros au collège ou au lycée, j'avais tellement peur. Je me souviens au lycée que j'ai dragué un mec et du coup j'essayais je me mettais derrière lui. Tu sais, on avait des tables séparées, donc je me mettais derrière lui et parfois il se balançait sur sa chaise et il venait toucher un peu mon bureau. Et à chaque fois qu'il touchait un peu mon bureau, je me disais
Puis après, j'ai allongé mes jambes pour qu'ils arrivent sous sa chaise à lui. Ou au contraire, s'il était derrière moi, je repliais mes pieds, tu vois, pour essayer de le toucher. Et parfois, on se touchait. Et moi, je bougeais pas pour garder le contact. Bon, je n'ai jamais conquis la personne. C'est beau. Mais tu vois, j'étais sans cesse dans cette suranalyse des tout petits gestes. C'était plutôt des beaux moments. Hein. Ça s'est mal terminé, parce que lui, après, il a dit il s'est jamais rien passé entre nous, alors même qu'on a échangé des messages. Bon, je vais pas raconter l'histoire maintenant. Mais toi, tu te souviens de petits signes pour petit à petit valider qu'il y avait un intérêt plus qu'amical ? Les premiers signes, c'est... Moi, j'étais avec un gang, une bande de filles, et lui était aussi à la récré, toujours placé dans un banc en face avec un gang de filles. Je pense que déjà là, il y a eu un signe, à mon avis, qu'il était sensibilisé aux causes féminines et à la sensualité, à la... Peut-être qu'il y a eu ça. Après, moi, je gardais secret ça pour moi. C'est quand j'ai redoublé. Et après, moi, j'étais avec... là, j'étais devenue extrêmement populaire à ma 2e terminale. Je traînais avec des punks et des gothiques. Et du coup, on jouissait d'une réputation incroyable au lycée. Je suis passée vraiment du loser à une personne qui était fascinante. Ah ouais. Et donc, je commençais à mettre du vernis et tout. Et je disais à ma copine punk gothique, regarde, le mec là-bas, je le veux, je suis amoureuse de lui. Elle m'a dit, ouais, ok, yes, quoi. Et donc, ça a commencé comme ça. Je me suis rapprochée de lui parce que je me suis rapprochée d'amis à lui. Il n'était pas dans ma classe. Ah, malin. Voilà. Le cercle. Ça, mais dès le jour de la rentrée, quand je suis arrivée avec mon petit sac à dos, avec la petite croix Indochine dessinée dessus et tout, j'allais tout de suite voir, est-ce qu'on est dans la même classe ? Oh zut, il n'est pas dans la même classe. Donc, je me suis rapprochée d'amis à lui. Et pour moi, le moment déclencheur, quand je me suis enfin approchée de lui et de sa bande, son gang de filles, ça a été... il venait de faire un piercing à l'arcane. Arcade sourcilière. Arcade, voilà ça. Arcane, non. Arcane majeur, c'est autre chose. Et donc, du coup, je lui ai dit, c'est la première chose que je lui ai dit, c'est « Ah, tiens, t'as fait un piercing » et j'ai touché son piercing et il y a eu un truc. Ça a démarré. Un truc dans le regard ? C'était énergétique, ça y est, on est liés, quoi. À vie. Waouh. C'est quand le premier baiser ou le premier geste qui montrait qu'on était plus qu'amis ? C'est ce fameux nouvel an, donc la rencontre c'était septembre et le nouvel an c'était donc fin décembre, début janvier. Et voilà, là, on s'est rapprochés, on s'est câlinés. On avait une relation très romantique et très pudique. C'était pas des grosses galoches, des masturbations, des fellations et des sodomies directes. C'était vraiment extrêmement doux et progressif comme relation. Moi, j'ai trouvé ça tellement mignon. Et voilà, et ça a duré une petite année. Tu te souviens pas, au Nouvel An, c'est quoi ? C'est au moment de dire 5, 4, 3, 2, 1, il se tourne vers toi, il s'embrasse. Moi, je vis ma meilleure vie là, avec toi. J'ai vraiment l'impression de vivre le fantasme que moi, j'ai pas pu vivre. Oui. Donc, c'est pour ça que je demande tous ces détails. Est-ce que c'est au Nouvel An, il prend ta main, tu vas aux toilettes, dans un couloir et là, il est là, il te prend la main, il te tire vers une chambre et il ferme la porte. Enfin, moi, j'ai plusieurs scénarios à disposition. Je vais te laisser avec tes scénarios. Tu te souviens pas ? C'est difficile. Non, t'inquiète. En tout cas, ce que je me souviens, c'est me blottir contre lui. C'est son odeur, c'est son corps, c'est sa peau. Je n'arrivais pas à manger en sa présence. À manger ? Ça veut dire quoi ? Quand j'étais en sa présence, j'avais pas faim. J'avais faim de lui. Waouh ! C'était très beau. Ça a duré combien de temps ? Une petite année. Ça a été très difficile, la séparation, le premier grand drame de ma vie. Il m'a quitté pour quelqu'un d'autre. Et là, vraiment, j'écoutais Mylène Farmer, Avant que l'ombre. Et donc, du coup, je me suis fait cette promesse. Je me suis dit, ok, darling, tu m'as quitté pour quelqu'un d'autre. Moi, je vais avoir une vie incroyable et je vais avoir plein de chéris et je vais m'épanouir dans ma future vie parce que j'avais à peine 19 ans. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu plein de chéris et j'ai une vie géniale, quoi.
Pendant cette petite année, on est donc dans un lycée d'une ville moyenne, c'est ça? Ouais. Entre Montpellier et Nîmes. Oui, plutôt privilégié, une ville privilégiée, oui. Ok. Et lui qui est censé être hétéro, ou en tout cas Non, pas hétéro, juste... florent-sexuel, Oui. il vit bien le fait de vivre au grand jour votre amour? Oh bah oui, petit à petit, on l'a dit à tout le monde. Sa mère nous a découvert. Surpris. Oui, non, ça c'est hyper rigolo. Elle commençait à dire, à me prendre à partie après le repas, à me dire, mais voilà, mais qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Tu aimes mon fils, je sais pas, nanani, nanana, genre je le détourne de l'hétérosexualité. C'était un peu ça le message. Et je sais plus, il a pris ma défense, etc. Elle a dit, de toute façon, Florent, tu dors dans la chambre d'amis. Et nous, on rigolait, donc on a créé un faux corps avec des boudins dans la chambre d'amis. Et je dormais avec lui. Et évidemment, elle est allée vérifier si j'étais dans la chambre d'amis. Donc, elle est rentrée en trompe dans la chambre et elle m'a foutu dehors. Donc, je suis partie. Ah, les coussins n'ont pas fonctionné. Non. Ah merde. Donc, je suis partie, ou je sais plus si je suis restée. Enfin, c'est des souvenirs. Bon, bref. C'est il y a 20 ans, quoi. Oh, et à l'inverse, chez moi, on était sur mon bureau, j'étais sur ses genoux, on regardait des choses sur mon bureau. Ma mère, tac, elle rentre comme ça d'un coup. Pareil, pour nous surprendre. Hein. Parce que les mères, elles ont ce truc elles le savent, hein, mais elles n'arrivent pas à en parler. C'est vraiment une époque, l'émotion, la sexualité, tout ça, c'était des femmes extrêmement pudiques. Et du coup, il y a eu cet effet de surprise qu'elles ont provoqué, comme une espèce de coming out forcé. Mais moi, ça n'a jamais été un traumatisme. Dire que je suis gay, c'était évident, il n'y avait pas de problème. Ta maman, elle a dit quoi quand elle vous a surpris? Oh là là, je me souviens plus. Mais pas... Un truc genre, soyez plus... restez... comment dire? Soyez pas pudique, non, comment dire? Soyez... Le montrez pas. Recisez... Je sais plus ce qu'elle a dit. Un truc comme ça. Moi, j'ai laissé une lettre 1 an plus tard en partant à l'université de Nîmes, sur sa table de nuit. Elle m'a répondu une grande lettre, je sais pas si je l'ai encore. En fait, elle s'en doutait. Elle voulait me protéger, elle avait peur, elle a toujours encore peur pour moi. Elle a peur des agressions homophobes. Elle est sérophobe, elle a peur du sida parce qu'un de ses cousins a eu le VIH et est décédé, il était gay. Donc elle a assisté en tant que technicienne de labo à l'arrivée du VIH aussi. Donc elle a cette sérophobie, homophobie intériorisée, et elle avait aussi peur du qu'en dira-t-on, que vont dire les autres de moi, de nous. C'est pas une remise en question profonde de son rôle en tant que mère, mais c'était vraiment le regard des autres qui était extrêmement puissant pour elle. Et encore aujourd'hui, elle me dit, voilà, est-ce que ça va? Est-ce que tu manges? Est-ce que tu es en vie? Est-ce que tu es pas agressée? Elle a vraiment des peurs. Des peurs d'une société, des peurs légitimes, mais je lui ai expliqué d'ailleurs la dernière fois, tes peurs t'appartiennent, ce sont tes peurs à toi. Moi, j'ai une vie de rêve, en fait. Ne projette pas des peurs sur moi, parce que c'est peut-être un moyen de protection, mais ma vie, elle est incroyable, quoi. T'as l'impression que à l'époque, tu exprimais déjà une féminité. Est-ce que ta mère avait peur du qu'en dira-t-on autour de la féminité? Est-ce que ça aurait été différent si tu étais gay et très masculin, rugbyman? Est-ce qu'elle aurait eu moins de problèmes, à ton avis? Probablement. De toute façon, on appelait ça à l'époque une fille manquée. Je me souviens très très bien, toutes les années primaires, je me disais, mais je suis une fille, mais je veux mettre des robes, je veux jouer à la corde à sauter. Bon, je le faisais évidemment. Je veux jouer à la corde à sauter, je veux jouer au Barbie, je veux faire les élastiques, je suis avec des copines, je me sens fille à l'époque déjà. Donc, voilà, il y avait vraiment les prémices d'une transidentité. À l'époque, c'était impossible à imaginer. Et je pense effectivement qu'en me voyant ce petit garçon efféminé, j'allais avoir des embûches toute ma vie, quoi. Ça allait être un problème pour moi, alors que pour moi, c'est une évidence, c'est le kiff d'être moi. C'est vrai? Bah oui. D'être toi, bien entendu. Ah oui. Mais à l'époque, toi, tu ne vis pas
à cause de cette féminité, de violences particulières? Tu as dit un petit peu, mais pas trop, c'est ça? J'ai l'impression que j'étais comme une forme de agent, je ne pensais pas la sexualité, je ne pensais pas l'identité, je ne pensais pas... J'étais juste un être vibrant avec des amitiés très fortes Mais aussi on t'insulte dans la rue, si chaque jour en fait tu vois, on t'insulte, c'est plus ça. Est-ce que tu as vécu cette violence-là? C'était le rejet? Questionnement. C'était, je dirais, peut-être que je dis ça pour me protéger, ma mémoire m'a protégée, mais c'était des questionnements. Mais t'es une fille ou t'es un garçon? Déjà, c'est hyper étonnant, cette façon de genrer. C'était des questionnements et c'était des provocations pour me faire sortir, faire dire des choses en fait, plus qu'une insulte gratuite et méchante. Je pense que je troublais les personnes déjà à l'époque, les jeunes, et surtout qu'à l'époque on avait moins de connaissances sur ces études-là. Bah bien sûr. Donc je pense que je troublais et on me poussait dans le trouble à essayer de comprendre mais qui j'étais en fait. Mais même moi je savais pas. J'avais pas le temps de savoir. Ouais, c'était trop tôt. Est-ce que tu peux me dire la sexualité de Florent? Et j'ai envie de prendre soin là, juste de faire une petite parenthèse. On en a parlé avant ensemble, parce que tu sais, j'ai envie de dire à des auditeuristes qui sont pas forcément sachants, que quand une personne fait une transition, sauf avec accord de cette personne, on ne parle pas du prénom, du fameux dead name, du prénom qui ramène l'autre à un moment de violence et qui efface la transition. Moi, on en a parlé ensemble, j'ai vérifié et c'est même toi qui l'a invité en fait. Sinon, j'aurais pas osé, moi. Apparemment, c'est plutôt pangenre. On peut me dire Florent, mon petit Florent, mon chéri, ma chérie, ma beauté, Flora. Il, elle, yel, tout est possible tant que c'est de l'amour en fait. Moi j'ai encore des amis qui me disent mon petit Florent chéri. Ben si ça leur fait plaisir, si c'est de l'amour, moi je le prends en fait. D'autres amis évidemment ça a été Flora direct. Mais tu te sens Florent aujourd'hui? Il est encore là, je sais pas si c'est la bonne question. J'ai créé Flora en le E dans là, le glyphe non binaire. Non, explique-moi, tu m'as perdu. Flora en, Florent, Flora, ça fait Flora en. Le A et le E comme ladies. Le A, E dans le E. Le E dans le A. Ah, le E dans le A, bien sûr, comme un œuf, c'est le E dans le O. Ah, le E dans le A, ça y est, je l'ai. C'est une ligature, un glyphe non binaire. C'est joli. C'est beau. Donc du coup, j'ai créé Floraen et j'ai dit bon, ben Floraen c'est yel, Flora c'est elle et Florent c'est il. Mais c'est vrai que Florent, c'est une bonne question que tu me poses. C'était quoi ta question? Est-ce que là aujourd'hui, tu te sens encore Florent quand quelqu'un t'appelle mon petit Florent d'amour? Est-ce que ça vient faire vibrer une part en toi qui existe, un petit Florent d'amour? Oui, je pense que c'est un petit être, j'aime pas dire petit garçon, hein, un petit être qui avait envie de jouer, de créer, de chanter, de faire du théâtre, de danser, et aussi de se rapprocher de l'esthétique féminine, et il n'a pas pu. Parce qu'à l'époque, on n'avait vraiment pas... Les premières images de personnes trans, c'était Vincent McDoom, ça a été des personnages... qu'est-ce qu'il y a eu encore après? Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Non, je crois que c'est... Non. Ouais. Il y avait les travestis, cage aux folles, mais ça, c'est carrément limite... Vincent McDoom, en tant que figure... en tant que représentativité, toi, ça t'a inspiré, ça t'a aidé, tu as aimé ou au contraire ça t'a violenté? Qu'est-ce que t'en as pensé d'avoir enfin cet être public? J'étais fascinée par sa minceur, comme moi, sa longiligne grande, de mettre des petits talons, ses cheveux longs, son aisance, cette légèreté, ça me fascinait. Je l'ai rencontré d'ailleurs. Je l'avais rencontré après, mais j'ai été quand même fascinée. J'arrive pas à voir. Il y avait qui? Il y avait Star Academy. Non, il y avait le Loft. Non, Stevie au Loft. Qui du coup, toi, il te représentait. Enfin, le voir à l'écran, ça t'a aidé parce qu'il était très efféminé.
Je sais pas, je le trouvais rigolo, mignon. C'était des profils que je voyais déjà, que je commençais à voir apparaître, par exemple, dans certains clubs gays, etc. J'avais un de mes meilleurs amis qui était vraiment assumé gay tout de suite, très vite aussi. Ça a été une référence pour moi. Mais c'est vrai qu'on avait très très peu de représentation médiatique, donc notre petit monde était vraiment, et on n'avait pas les réseaux sociaux, tout ça. Donc c'est vrai qu'on avait un petit monde assez confidentiel finalement, c'est vrai. C'est en 2020 que naît Flora. Oui. À la louche. Si on termine sur l'avant 2020, Florent, ta vie sexuelle adulte, donc de 20 à 30 ans, à ce moment-là, tu as l'air plus masculin, c'est ça? Comment ça s'appelle? Twink. Twink. C'est ça. Tu étais un twink, c'est quoi pour toi un twink? C'est un petit jeune de 20 ans, mince, sans poils, miné, cheveux courts, tu vois. Et le twink plaisait. J'avais beaucoup de succès, j'ai eu beaucoup de chéris et des histoires incroyables. J'ai beaucoup voyagé, beaucoup fait de stages à l'étranger, dans des villes différentes. Stage de quoi? Dans les musées, les lieux culturels, dans toutes mes formations artistiques. Et j'ai eu tellement d'histoires, tellement de chéris, tellement de vie, de sensualité, de sexualité, de découvertes différentes. C'est vraiment, je dirais pas des fantômes, mais c'est vraiment ni un passé, mais c'est des découvertes qui m'habitent encore et qui constituent aussi mon identité mon orientation sexuelle. Parce qu'en fait, c'est tellement fort. T'étais dans les codes gays, puisque le twink, le minet, a le droit d'être plus fin, de ne pas avoir de... Enfin, il est valorisé lorsqu'il est fin, sans poils. Là, tu win. Ouais, yes. Tu incarnais bien le stéréotype, et il a le droit, lui, le minet, le twink, d'être efféminé, parce qu'alors, des hommes souvent plus âgés vont être attirés par lui. Ah non, poilu, non, je savais pas. Plus âgé, je savais pas, parce que moi, je dirais que j'étais plus dans la catégorie androgyne, ingénu. Je sais évidemment que des hommes plus âgés étaient attirés par moi, mais j'ai eu vraiment tous les âges, toutes les catégories sociales, tous les styles, tous les univers. Je pourrais te parler pendant des heures, écrire un livre sur toutes les vies que j'ai eues avec tous ces garçons-là. La sexualité a été à chaque fois très variée, diverse, ou avec cette case de minet twink venaient aussi des rôles sexuels? Sincèrement, non. C'était vraiment... Non, c'est vrai? Ah oui. Ah, parce que je rigolais là à la fin de ma question, parce qu'en fait, genre, moi j'avais juste envie de te dire mon avis, qui est le minet twink, il est attendu d'être passif. Pas du tout. D'être pénétré. Ok, génial. J'ai exploré tout. Et je te dis pas, toi, ton désir et ce qui est ressenti dans ton cœur. Je te parlais des stéréotypes de ce qui t'est... quand on te contactait, ce minet féminin. T'as pas eu l'impression qu'on t'attendait plus à un certain endroit sexuellement? Pas du tout. Je pense qu'il y avait par contre, à l'époque, quand j'étais jeune, des codes de séduction et de romantisme un petit peu plus hétéronormatif qu'aujourd'hui, où il y avait encore, à l'époque, on s'embrassait, on sortait ensemble. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Et peut-être que ça existe ailleurs, mais je sais pas où exactement. Mais donc, t'embrasser quelqu'un en club, d'amis à amis, tout ça, on sortait ensemble. Ça créait une histoire pendant 3-4 jours, une semaine, un mois. Et après, il fallait casser. C'était pas le même système de dating qu'aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc en fait, je créais des histoires, et moi j'étais vraiment dans des histoires. C'est pour ça que je me pose la question si je suis pas demisexuelle, parce que j'aime créer des histoires, un imaginaire, une culture avec la personne que tu rencontres. En plus, c'est des odeurs, c'est des caresses, c'est des touchés, c'est des manières de faire, c'est des voix. Donc j'étais pas dans ce système de rôle, j'étais plus dans des systèmes de sensations et d'émotions. J'ai pas l'impression d'avoir été piégée par des rôles à l'époque. C'est ça, l'autre ne venait pas avec des gros sabots ou des attentes. Non, c'était plutôt fluide. Ouais. Alors qu'on n'avait pas une grande connaissance, encore une fois, de toutes les problématiques LGBTQIAP+, ni des études de genre. Donc, je trouve que c'était plutôt cool, finalement. Ouais. Tu dis LGBTQIAP+. Et plus. Excuse-moi, P. Pansexuel.
Merci. Ok. C'est LGBTQI. Oui, d'ailleurs, on peut... Non, mais c'est ok. Je l'entendais. Moi, je l'avais pas. Demisexuel, c'est pas que tu es à moitié sexuel ou que tu es très attiré par Demi-Moore. Oui. Très bonne blague. Oui. Ah, c'était génial, Demi-Moore. Non, c'est quoi demisexuel pour toi, en tout cas? T'es pas obligé de connaître la définition, mais Je crois que ça veut dire qu'on a besoin on n'arrive pas à avoir une sexualité anonyme. On a besoin d'une... J'aime pas le mot romance, ça fait un peu cucu, mais on a besoin d'émotions, de sensations, de connaître un peu la personne. Tu ferais une différence avec sapiosexuel? Oui, sapio, c'est un besoin de connexion intellectuelle, ce que j'ai évidemment aussi. J'ai besoin d'admirer la personne avec qui je relationne. Il faut qu'il y ait une attirance intellectuelle, ouais, aussi. Mais c'est différent de demisexuel. Ouais, je pense, ouais. Qu'est-ce qui... Tu as l'air de me décrire une vie idéale. Ah oui. Tu as l'air d'être... qu'à ce moment-là, c'est absolument génial. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout s'arrête? C'est pas possible que tous ces hommes qui cherchaient ce que tu cherches disparaissent d'un coup. Même culturellement, avec l'arrivée de Grindr, avec les gens qui veulent plus de sexe automatique. Qu'est-ce qui s'est passé à ton avis? Il y a eu une aventure assez passionnante quand j'étais à Toronto, au Canada. J'ai relationné avec une personne, c'était extrêmement fort. Et j'ai eu un quasi-ghosting. Donc, de manière très dramatique, j'ai décidé de rentrer en France. Donc, je suis partie à New York et je suis rentrée en France. Et je me suis dit, à ce moment-là, ça a été un choc. Je me suis dit, je comprends pas pourquoi il m'avait fait toute cette espèce de drague, de romance. Vous vous rencontrez comment? On s'est rencontrés par des amis en commun, en allant à une soirée. Ok. Vous restez combien de temps? Vous relationnez combien de temps? Un mois ensemble, ouais. Un mois. C'est intense? Ah oui. Par exemple? Ah ben il me disait, j'ai le passeport européen avec ma mère, on ira en Europe ensemble. Je vais te faire rencontrer ma mère qui est photographe, qui va t'adorer. Enfin, il me disait des trucs incroyables. Et du jour au lendemain, je sais pas ce qui s'est passé, ghosting, quasi, ouais, c'était... La violence. Ouais. Et je suis rentrée en France et je suis partie à Rome, je suis revenue. Et là, il m'envoie un message. Il me dit, je veux te voir. Et je lui dis, oh ben je suis plus là. C'était ma petite disparition vengeance. Mais du coup, j'étais un peu sous le choc. Donc vous avez pas eu de conversation? Tu lui as dit, je suis plus au Canada? Je ne suis plus là. Et vous avez pas téléphoné? Non. Donc on n'a pas la fin? Non. On ne le saura jamais. Il a disparu, je sais même pas où il est. Je pense qu'il est parti à Londres à un moment. Et à ce moment-là, je monte à Paris et je rencontre un homme aussi très puissant, très, très fort, très beau. Pareil, passion sexuelle aussi. Et il me dit, oh non, je suis pas un homme bien pour toi. Je te paye ton billet retour et tu rentres dans le sud. Et je suis rentrée dans le sud. Il m'avait payé mon billet de train. Mais c'était absurde. Je m'étais dit, mais comment ça se fait que tu peux partir dans des histoires aussi rocambolesques, hein? Ok. Et comment à l'époque, j'avais un peu une colère en me disant, mais pourquoi on me drague, on me charme, on me dit des mots doux, pour me pécho, puis après on me jette. Je comprenais pas ce système de manipulation-séduction. Et juste après, dans un tout petit village, je travaillais dans un tout petit village dans le sud, et j'avais revu un pote dans un tout petit village dans le sud. On s'est retrouvés, et on a couché ensemble. C'est la première fois que je couchais avec quelqu'un. Sans drame, psychodrame, séduction, etc. On était juste deux potes qui se font plaisir, qui couchent ensemble. Et j'ai adoré. Et je me suis dit, mais en fait, la sexualité sans psychodrame émotionnel, c'est trop bien. C'est vrai que là, ça a été un moment important où je pense que je suis véritablement entrée dans la culture gay. Celle où on peut avoir des relations sexuelles sans romance hétéronormative et séduction pour obtenir une faveur sexuelle. Mais je ne sais pas si je réponds à ta question. T'inquiète. Le grand choc que tu me demandais, ça a été bien plus tard. C'est-à-dire plus tard? Écoute, c'était les Gay Games. J'ai ce souvenir en tête. Donc 2018. Gay Games. Les Gay Games, c'était à Paris.
J'arrive pas. À la louche, on est bon. On a compris. 2010, 2012, 2013, 2013, 2014, 2014 Ouais, quelque chose comme ça. Et donc, des amis me disent, on t'emmène avec nous dans une soirée gay, The Place to Be à Paris, quoi, au Grand Palais. Moi, vraiment, ça m'intéressait pas du tout, mais... Petite parenthèse, pour Gay Games, c'est une sorte de festival, un grand rassemblement de plein d'assos sportives et c'est genre de Jeux Olympiques gays. Ouais, je crois Queer, que c'est ça. LGBT. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ils te disent, viens à une teuf au Grand Palais. Voilà, on a une Paris. place pour toi. Donc on se retrouve et tout dans le Marais chez un ami, on va au Gay Games. Je rentre dans le Grand Palais. La nef principale était remplie de gays. C'était, moi j'avais jamais vu ça. C'était vraiment très impressionnant. Donc on s'insère dans la nef comme ça au milieu des hommes gays. Petit à petit, la soirée avance, tous les hommes se mettent torse nu. Les hommes, maintenant qu'on dit cisgenre, gay, masculin. Et il y avait, deux ou trois, dans cette nef de milliers de gays, il y avait 3 maigrichonnes grandes comme moi, quoi. 3 folles aux cheveux longs, quoi, mi-longs. Et mais moi je me sentais, dans un film de science-fiction. Tous ces hommes cisgenres se ressemblaient, étaient tous torse nus, se pécho, s'embrassaient, étaient plus ou moins alcoolisés ou drogués. Et moi, j'étais complètement out of the game, du coup. J'étais pas dans le truc, quoi. Et j'ai eu un choc comme ça. Je suis partie dans une nef à côté vide. Dans le noir, il y avait un spot de lumière. J'ai dansé dans la lumière. Et je me suis dit, voilà, ton destin, c'est danser dans la lumière, c'est être seul, c'est que ton corps soit vu différemment, on danse différemment. Et 2-3 personnes sont venues me voir en me disant « C'était incroyable de te voir seule dans la lumière, voir te faire... » Donc j'ai vu à quel point mon corps et mon expression de genre pouvaient susciter de l'admiration. Par contre, j'étais vraiment plus dans la norme gay. Là, ça a été je suis sortie du Grand Palais et c'était un choc pour moi, un reveal, quoi. C'était je ne suis pas gay, mais qui je suis? Si mes pères homosexuels ne sont plus moi, qui je suis en fait? Ça a vraiment été le démarrage très profond de jusqu'à aujourd'hui. De l'arrivée de Flora. Et oui, de Flora. Ok. J'aimerais terminer sur un dernier point. J'entends une sorte de double discours dans ce que tu dis. Enfin, tu dis 2 choses. Tu dis à la fois, ce passé était délicieux. J'ai eu plein de conquêtes, plein d'histoires d'amour puissantes. Et tu dis aussi, c'était une suite de psychodrames où on me comptait fleurette pour me baiser et me jeter après. Je pense que... C'est entre les deux ? Oui, je pense qu'il y avait effectivement encore à l'époque cette notion de séduction qui était assez forte, qui aujourd'hui, cette romance séductive est un peu has-been. Compris. C'est-à-dire que les gens ont toujours eu envie de baiser. Ah oui. Avant, ils se forçaient à séduire. Et aujourd'hui, ils vont direct. Faut dire que moi, j'étais assez naïve. Je ne connaissais pas trop la culture... je connaissais la culture clubbing, mais tout ce qui était dark room, cruising, rencontres... En public. Voilà, tous ces trucs-là, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas parce que j'habite dans le sud, dans un petit village. Peut-être. J'ai pas accès, Ouais, c'est ça ? Peut-être aussi, ouais. Non, pas forcément, parce que j'ai habité dans plein de grandes villes. Ouais. Mais non, j'avais pas cette culture. Je connaissais pas bien cette culture gay à l'époque. Ouais. Je te propose qu'on s'arrête là pour la première partie. Je trouve que t'as très bien... Enfin, c'était très cool, je te remercie. Et donc, hâte de la partie 2 pour Flora et la suite. À tout à l'heure, Flora. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu,
C'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça. Alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur un an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends. Alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast, c'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Sur le site, c'est aussi là que tu trouveras les infos pour organiser ou rejoindre une rencontre entre auditeurs ou un enregistrement live du podcast. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.